La semaine dernière, c'était la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste. Cette semaine, c'est la fête du Canada. Pour certaines autres personnes, c'est plutôt la fête du déménagement. C'est bien fait quand même la vie parce qu'à une semaine comme ça d'intervalle, on se questionne au Québec. On se demande c'est quoi ça être québécois, c'est quoi ça être fier du Québec, c'est quoi ça être canadien. C'est quoi ça être fier d'être Canadien? Il y a deux chercheurs de l'Université Laval, Jocelyn Letourneau, qui est un professeur émérite au département des sciences historiques, et Raphaël Gagné, qui est professeur adjoint au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, toujours à l'Université Laval, qui, eux, ont décidé de faire une enquête comme ça, de sonder des Québécois francophones, anglophones également, en leur demandant ce que c'était que le Canada et en assemblant comme ça la liste des mots-clés, les mots qui ressortaient le plus. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendu compte de quoi? Alors, je commencerai avec vous, M. Letourneau. On s'est rendu compte qu'il y avait des similarités, mais beaucoup de différences aussi dans les réponses qui étaient données par les gens à la question. Si tu avais à résumer l'histoire de ton pays en quelques phrases seulement, qu'écrirais-tu personnellement? Très important, le mot personnellement ici, parce que les répondants avaient toute la latitude possible et imaginable pour structurer une réponse qui était la leur. Donc, il n'y avait pas de jugement qui était effectué ici par les chercheurs. Les gens pouvaient dire à peu près n'importe quoi. Certains, bien sûr, en ont profité pour se laisser aller, mais la plupart ont réalisé l'exercice de manière extrêmement sérieuse. Et ce qui nous intéressait dans le contexte de l'enquête, j'insiste sur le mot enquête plutôt que celui de sondage ici, c'était non pas le contenu des réponses comme tel, mais les mots autour desquels les gens structuraient leurs réponses. L'hypothèse étant que il se pourrait que l'on trouve un certain nombre de mots-clés constituant en quelque sorte le verbe lexical des nations où on a réalisé l'enquête, c'est-à-dire dans le cadre de 4 pays souverains, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Canada. Mais au bout du compte, bien sûr, on se retrouvait avec en quelque sorte 6 nations parce qu'il était possible de distinguer les énoncés produits par les répondants écossais de ceux qui avaient été produits par les Anglais et de distinguer, les énoncés produits par les Québécois de ceux qui avaient été produits par les habitants du reste du Canada. Et donc, oui, similarités, différences. Par exemple, le Ouais, donnez-nous mot-clé des des exemples. Américains. Ben oui, ben le mot-clé des Américains, par exemple, c'est évidemment celui de liberté ou de freedom, Ouais. c'est-à-dire que c'est un mot sur lequel on peut être très en désaccord. Vous parliez de M. Trump tout à l'heure. Il y a une façon bien à lui de définir le mot liberté qui ne sera pas nécessairement partagé par un Bernie Sanders, par exemple. Il n'en demeure pas moins que le terme liberté constitue en quelque sorte un point qui rassemble la communauté de communication américaine. Au Canada, c'est celui de diversité, Ouais. auquel on pourrait joindre celui de multiculturalisme, de togetherness, etc. Et au Québec, celui de dualité est ressorti particulièrement fort. Oui, parce qu'on est encore au Québec attaché à une idée, j'ai envie de dire un petit peu mythique, là, dans la mesure où le Canada a énormément changé à partir des années 80 notamment, mais à l'idée d'une dualité, à l'idée de deux peuples fondateurs. Monsieur Gagné, je regarde les paires de mots le plus souvent utilisés pour décrire le Canada. Le mot qui ressort le plus là, en matière d'occurrence pour les anglophones, c'est Indigenous People. Donc, on parle des Autochtones, des Premières Nations. Ça arrive assez loin, là, je dirais, dans le classement du côté des francophones. C'est 13 occurrences, je pense, au 8e rang. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ben, ça veut dire que, de un, on s'entend pour dire que les Autochtones font quand même partie intégrante de l'histoire du Canada. De deux, on s'entend aussi pour dire qu'ils étaient là au début, puis qu'ils se sont fait, entre guillemets, avoir. Donc, c'est souvent la manière dont on en parle. Ouais. Puis je dirais que la différence plus fondamentale entre les francophones et les anglophones, c'est pas de parler nécessairement des anglophones, mais c'est des autochtones, mais c'est dans la manière de le faire. Comme vous disiez, ben comme on est dans la dualité beaucoup du côté francophone, on va beaucoup parler de domination, de colonisation, de conflits, de peuples opprimés. Donc, quand on va parler des autochtones, tandis que du côté des anglophones, on va plus parler, il y avait des indigenous people ici, il y a eu la colonisation et on a continué ensuite. Donc, peut-être une vision moins conflictualiste des choses. Donc, grosso modo, ça montre pas nécessairement qu'il y a deux solitudes, mais plutôt, peut-être trois même, si on inclut les Autochtones, mais plutôt qu'on joue différentes teintes quand on parle de certains personnages. Faut rappeler,
Dans le théâtre canadien, il y en a 3 grands personnages qui ressortent, là, sondage après sondage, comme on a fait. Les francophones, les anglophones et les autochtones. Donc, le fameux trépied, là, les 3 piliers qui ressortent et dont Mark Carney a parlé dernièrement. On le retrouve, là, ça, dans nos sondages. C'est juste que des fois, à proportion inégale, puis des fois aussi dans la manière d'en parler que c'est différent. Monsieur Letourneau, je regarde toujours dans cette liste de paires de mots le plus souvent utilisés pour décrire le Canada, je vois Canada Great, qui est quand même au milieu de peloton du côté anglophone. Et du côté francophone, je vois pas l'équivalent. Je vois pas. Ah, grand pays, je vois grand pays. Est-ce que c'était grand pays au niveau territorial, pensez-vous? Vous dites que vous n'avez pas porté de jugement, mais j'imagine que vous êtes quand même posé la question là, sur une base personnelle. Est-ce que ça voulait dire grand pays de façon grandiose au niveau de l'histoire ou on voulait dire grand pays au niveau du territoire? Ce qui distingue le Québec et le Canada anglais ici, c'est que effectivement le mot great pour les Canadiens anglais renvoie à l'idée de grand pays, mais de grand pays remarquable en quelque sorte. Ouais. Hein. Vous avez cette fameuse locution là, qui a été prononcée par plusieurs intervenants, plusieurs personnages publics. The world needs more Canada. Ben, je pense que cette image extrêmement positive de ce qu'est le Canada a été effectivement assimilée par un grand nombre de pays qui sont tout à fait heureux et contents d'habiter le Canada et de participer à sa construction. Au Québec, c'est plutôt l'idée d'une belle histoire triste, c'est-à-dire que le triptyque, là, victimisation, survivance, résistance, nonobstant la condition actuelle du Québec, Ça elle pogne demeure encore. très forte, très puissante dans l'imaginaire collectif pour se représenter collectivement. Et ce qui est assez intéressant quand on compare les Écossais et les Québécois, c'est de voir à quel point les Écossais qui ont aussi connu, disons, ce qu'on pourrait appeler l'agression anglaise, se voient comme des opprimés, mais ne se voient pas comme des vaincus non plus que comme des conquis. Alors que les Québécois souvent vont utiliser ces 2 termes comme s'ils étaient absolument incapables de se dégager d'un traumatisme, si vous voulez, qui les hante encore aux contemporains. Maintenant, est-ce que les Québécois croient à cette histoire-là pour se définir et regarder l'avenir? Ça reste à voir finalement. Tu sais, il y a ce problème ici au Québec que, faute de narration alternative à celle qui prévaut, et qu'on pourrait tout simplement qualifier de narration nationaliste, les gens vont l'utiliser finalement pour dépeindre l'expérience historique québécoise, alors même qu'au présent, leur condition est en porte-à-faux même par rapport à cette histoire de victime collective, si vous voulez. Ah, oh, là, vous portez un jugement, là, par contre. Non, ben, c'est une interprétation finalement d'un ensemble de données qui, bien sûr, peuvent porter à de multiples interprétations, mais sur la base des enquêtes qu'on a menées à plusieurs reprises sur ce qu'on aime bien, Raphaël et moi, appeler la conscience historique des gens ordinaires, il s'avère effectivement que nos interprétations se valident d'enquête en enquête. Eh bien. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez posé la question donc à 1015 personnes, des personnes qui habitent au Québec. Est-ce que, bon, là, je ne peux pas vous demander de spéculer, je m'adresse à 2 chercheurs et ce n'est pas quelque chose, c'est pas une habitude que vous avez, mais quand même, là, on est à la radio, là, moi, je me demande, est-ce que vous pensez que les résultats auraient pu être différents? Si, par exemple, vous aviez posé la question à 500 francophones du Québec et ensuite à 500 anglophones du Rest of Canada, du Canada anglais, donc du Canada à l'extérieur du Québec. Monsieur Gagné. Mais on l'a fait. En 2011, on a fait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a fait un sondage pan-canadien, qui est le sujet du livre là, dont M. Letourneau parlait tantôt, donc Les mots de la nation, là, qui vient d'être publié. Et puis donc, on a comparé, et grosso modo, là, ça reprend le titre de la presse d'hier. Au Canada, le mot qui ressortait le plus, c'était multicultural ou diversity. Donc, quand on demande à un Canadien de résumer l'histoire du Canada, grosso modo, il s'entend pour dire qu'on est un ensemble polyglotte, polyculturel. Et au Québec, évidemment, on va ramener l'idée des francophones, des anglophones. Donc, on voit finalement que la province d'où on part quand on raconte l'histoire a quand même un bon effet là, sur la manière qu'on va le raconter. En tout cas, c'est très intéressant. C'est une façon originale de comprendre les différences. Vous l'avez dit, il y a des similarités, mais il y a aussi des différences. Vous vous êtes fié à des mots. Vous avez posé la question à des gens bien ordinaires. Ça, c'est pas... Ce que vous présentez là, c'est pas c'est pas la couverture de notre livre. Ah, mon Dieu, il y a une erreur. C'est une autre étude qui a été publiée il y a de ça 25 ans, je crois, et qui n'a ni les mêmes objectifs, ni le même contenu. Et voilà. On le regrette, mais donc c'est très intéressant comme initiative, puis j'imagine que vous pourrez aller un peu plus loin un jour. Des différences, des ressemblances. Merci beaucoup, M. Letourneau. Merci beaucoup, M. Gagné. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions.